Dans cette capsule-ci, on va traiter de la dualité onde-corpuscule et des implications que cette dualité a, notamment le principe d'incertitude qui est fondamental dans toute la nouvelle théorie qui traite de la mécanique des corps dans l'infiniment petit. Alors, je vais passer au diapo. Or, ici, d'un premier temps, on parle de la dualité de la lumière elle-même. On l'a déjà vu au début de ce module-ci, en parlant de la radiation du corps noir que Max Planck et Albert Einstein ont expliqué en disant que la lumière, dont on sait qu'elle est une onde électromagnétique, semble se comporter comme si elle transportait son énergie par petits paquets qu'on a appelés des quanta, un quantum, des quanta d'énergie. Et en fait, lorsque la lumière se propage, c'est ce qui ressort des analyses d'Albert Einstein, lorsque la lumière se déplace d'un point à l'autre, elle agit comme une onde. Lorsqu'elle est absorbée ou réémise, c'est comme si subitement, elle était devenue une particule. C'était tout concentré en une particule. Et si on regarde l'image qu'il y a ici, la dualité de la lumière apparaît là aussi. On a la fameuse expérience des fentes de Young. On éclaire les fentes avec une lumière, certaine intensité, deux fentes. Chacune des fentes devient à l'origine d'une onde sphérique. Et on a appris à calculer au chapitre 7 la distribution des franges claires et sombres en supposant que la lumière est une onde. Qu'arrive-t-il lorsqu'on trouve un moyen de contrôler l'intensité lumineuse pour que, selon les équations de Planck-Einstein, il y ait un seul photon qui passe à la fois? Ces images-ci nous en donnent une idée. Chaque photon qui arrive ici et qui passe à travers les fentes va être détecté par une espèce de clic sur l'écran. Donc, au moment de la détection, on a vraiment l'impression que ce sont des particules. Chaque photon, on a réussi à faire passer un photon à la fois, mais au fur et à mesure que les événements s'accumulent, on voit graduellement se développer quoi donc? Exactement le même patron d'intensité qui est prédit si le photon était à la fois une onde et une particule. On doit pratiquement penser que le photon, qui est une particule ou une onde, on ne sait pas, passe par les deux fentes en même temps. C'est comme ça qu'il faut prédire la distribution d'intensité sur un écran en supposant un photon ayant passé par la fente de gauche et un photon ayant passé par la fente de droite, pardon, les deux probabilités, on parlera de ça, se superposant. En passant, cette interprétation-là va se retrouver un petit peu plus tard quand on va parler du paradoxe du chat de Schrödinger. Or ici, on peut se représenter chaque photon individuel comme étant représenté ici comme la somme d'un photon ayant passé à gauche et un photon ayant passé à droite, et les interactions de ces deux ondes, qu'on appellera ondes de matière ou ondes de probabilité, vont faire en sorte que, à la fin, après suffisamment d'événements, on retrouve cette intensité, ce patron d'intensité-là. Bon, on a ici une figure qu'on a déjà vue, c'est la dualité onde-corpuscule. Une particule, c'est caractérisé par une localisation et une vitesse, tandis qu'une onde, c'est une fréquence pure et ça s'étend de moins l'infini à plus l'infini dans l'espace et dans le temps. Deux états de la matière absolument ou de l'énergie contradictoires.
On avait déjà mentionné l'idée, et on va y revenir un petit peu plus tard, que on peut faire un compromis entre l'onde qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini et la particule qui est parfaitement localisée, en parlant plutôt d'un paquet d'ondes qui résulterait de la superposition de plusieurs ondes de fréquences et de phases différentes et qui, mathématiquement, on peut le montrer, vont avoir une concentration à un endroit déterminé et zéro à l'extérieur. Or, en 1900, bon, Albert Einstein arrive avec sa proposition de la dualité onde-corpuscule en 1905. Il la remet déjà en cause vers les années 1907. Et bon, beaucoup de choses se passent, notamment l'atome de Bohr, le modèle de Bohr, qui est dans les années 1911-1913. En 1924, un chercheur qui est le comte Louis de Broglie, qui est littéralement un comte de l'aristocratie française, qui a suffisamment d'argent pour consacrer sa vie à la recherche en physique, va arriver avec l'hypothèse suivante. Si la lumière se comporte à l'occasion comme une onde et à l'occasion comme une particule, est-ce que la réciproque serait vraie? Serait-il possible donc que les particules, elles aussi, aient tantôt un comportement corpusculaire, comme de la matière concentrée en un point, et tantôt un comportement ondulatoire, comme de l'énergie répartie dans l'espace. Et Louis de Broglie va pousser cette hypothèse-là assez loin. Et là, il faut dire que ce n'est pas juste une idée comme ça en l'air qu'il aurait eue. C'est sa thèse de doctorat et c'est une conclusion qu'on peut tirer d'une mécanique, de la mécanique classique telle qu'elle était développée vers la fin des années 1800 par le dénommé Hamilton. Donc, ce n'est pas une idée extravagante, c'est une possibilité. Or, de Broglie lance cette hypothèse. Supposons que les particules elles-mêmes aient un comportement ondulatoire. Et il va associer à chaque particule une onde pilote. L'onde existerait et l'endroit où elle serait de la plus grande intensité nous dirait là où la particule a la plus grande probabilité de se trouver. Or, il va émettre l'hypothèse que pour une particule de quantité de mouvement mv ou p, on pourrait associer une onde dont la longueur d'onde serait donnée par encore la constante de Planck divisée par la quantité de mouvement de la particule. On reviendra sur ça. Or, pour Planck, pour de Broglie, il y a cette possibilité-là. Et là, il y a quelque chose de très intéressant à voir, c'est qu'avec cette hypothèse-là, on peut comprendre l'origine et la solidité du troisième postulat de Bohr. Le troisième postulat de Bohr, on s'en souviendra, disait que le moment cinétique, c'est-à-dire la masse fois la vitesse fois le rayon, le moment cinétique, c'est la quantité de mouvement sur une orbite. Le mouvement cinétique était donné par n fois h bar, h bar étant la constante de Planck divisée par 2π. Or, supposons que l'électron sur une orbite soit représenté comme une onde, mais pas n'importe quelle onde, une onde stationnaire, une onde qui est un peu comme les théories des cordes qu'on a vues, attachée aux deux extrémités, seulement certaines ondulations étaient possibles, celles pour lesquelles on avait la longueur de la corde était un nombre entier de fois lambda sur 2. Or, supposons que pour une orbite de rayon Rn,
Seules des ondes ayant un nombre entier de fois la longueur d'onde pour couvrir l'entièreté de l'orbite. Alors, c'est ce qu'on exprime ici. Supposons que la circonférence de l'orbite de rayon n soit égale à un nombre entier de fois lambda, avec lambda égale h sur la quantité de mouvement. Or, en jouant, manipulant ceci, on retrouve le troisième postulat de Bohr. Les électrons ne pourraient exister que sur les orbites pour lesquelles il y aurait entre le rayon et la vitesse ce rapport-ci, qui est un moment cinétique quantifié. Imaginons à l'inverse que sur l'orbite, on ait une longueur d'onde telle que ça déborde en quelque sorte. Bon, on aurait cette partie de l'onde ici qui viendrait annuler celle-ci et on aurait des ondes non stationnaires. Or, seules les orbites permettant d'avoir cette relation-là entre le rayon et la vitesse, et étant donné l'hypothèse de Bohr, de Broglie, pardon, permettrait d'avoir des ondes stationnaires qui survivent, ne s'atténuent pas. Or, de cette onde de matière-là, qui était une hypothèse que de Broglie a lancée en 1924, on est allé très vite au laboratoire pour valider. On a déjà vu au module précédent qu'on peut éclairer la matière avec de la lumière, donc les rayons X, et qu'on va avoir des interférences constructives, destructives, selon ce qu'on a appelé les angles de Bragg, et qui sont en relation avec les distances entre les plans d'atomes et ainsi de suite. Or, ici, on voit une image c'était dans une plaque d'aluminium, de l'aluminium éclairé par des rayons X d'une certaine longueur d'onde, 0,071 nanomètres. Ici, à gauche, on voit plutôt le même genre de plaque d'aluminium éclairée non plus avec un faisceau de rayons X, mais avec un faisceau d'électrons. On aura préparé des électrons au moyen d'un sélecteur de vitesse pour qu'ils aient la bonne vitesse, pour que ça donne la même longueur d'onde 0,071 et le faisceau d'électrons s'est comporté exactement comme une onde et a produit la même diffraction. Donc, je crois que c'est bien en 1927 qu'a été faite la démonstration que, en effet, la matière a, à l'occasion, les particules subatomiques ont un comportement ondulatoire. On va aller regarder l'exemple 10.5 pour voir un peu une application de ceci. L'exemple 10.5 en page 368 de votre manuscrit. Je vais le lire ici avec vous. Des électrons initialement immobiles sont accélérés par une différence de potentiel de 54 volts. Alors, il faut imaginer une plaque chargée positivement à 54 volts et les particules, les électrons qui sont négatifs, vont être attirés par la plaque, par la force électrique, ils vont être accélérés sur cette différence de potentiel 54 volts. Ils vont donc finir avec une certaine vitesse, donc une certaine quantité de mouvement. Quelle est la longueur d'onde des électrons et quelle est l'énergie des photons ayant la même longueur d'onde? J'ai donné une explication de ceci pour en profiter pour amener des informations pour ceux qui n'ont pas déjà eu leur cours d'électricité. OK, alors on va regarder, avant d'aller plus loin, quelle est la relation entre le voltage et l'énergie cinétique. Pourquoi l'énergie cinétique? Ben, on parle de la quantité de mouvement mv. L'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré. Donc, il y a quelque chose à tirer de cette relation-là. Or, dans notre loi de conservation d'énergie d'un système isolé, on a que la variation d'énergie cinétique se fait au détriment d'une variation de l'énergie potentielle.
Les électrons étaient d'abord immobiles. À la fin, leur variation, c'est qu'ils ont acquis une certaine vitesse, une énergie cinétique. La théorie nous dit que l'énergie potentielle d'un électron, de façon générale, pour une charge, c'est on prend une charge, on la fait transiter à travers une différence de potentiel, et la différence d'énergie potentielle, c'est donc de faire transiter une charge en coulomb à travers une différence de potentiel en volts. Ici, on fait circuler une charge élémentaire, 1,602 fois 10 à la moins 19 coulombs, fois 54 volts. Comme il y a ce moins ici, et le E qui est là, c'est un électron, donc c'est moins une fois la charge élémentaire, on est capable d'isoler ici, de trouver la vitesse, 4,358 millions de mètres par seconde. En introduisant ceci, on calcule la longueur d'onde, 0,167 nanomètres, et l'énergie en application de notre théorie de Planck-Einstein, c'est HF, et c'est sur lambda, on prend le lambda qui est ici, et on trouve 1,19 fois 10 à la moins 15 joules. Qu'on transfère en électronvolts, c'est l'unité qu'on utilise pour le subatomique, au lieu de traîner des exposants aussi bas que ceux-ci. Un électronvolt, c'est une quantité d'énergie qui vient à faire passer un électron ou une charge élémentaire, 1,602 fois 10 à la moins 19 coulombs, à travers une différence de potentiel de 1 volt. Donc, un électronvolt, c'est 1,602 fois 10 à la moins 19 joules. Et en termes d'électronvolts, c'est donc 7430 électronvolts. On va aller regarder d'une autre façon, qui va être utile dans ce chapitre-ci, c'est en se servant de la relation entre la quantité de mouvement et l'énergie cinétique. Bon, l'énergie cinétique, 1 demi mv carré, la quantité de mouvement, c'est mv. La relation qui existe entre la quantité de mouvement et l'énergie cinétique, c'est 2 fois la racine carrée de 2 fois la masse, fois, ici, ça va être la masse de l'électron, fois l'énergie cinétique. Si vous vérifiez, mettez P au carré, M carré, V carré, et on dit que c'est égal à 2 ME, 1 demi MV carré. Donc, en effet, P carré égale M carré, V carré. Donc, cette relation ici est bonne. On a dit tout à l'heure que l'énergie cinétique, ça serait égale à delta U. Donc, une charge élémentaire à travers 54 volts. Ça donne ceci pour l'énergie cinétique. La quantité de mouvement égale la racine carrée de 2mk. On rentre les chiffres et ça donne bien les mêmes valeurs que tout à l'heure. On va retourner à nos diapos. Donc, ce qu'on voit d'ici, c'est que la matière, les particules subatomiques, se comportent comme des ondes. D'ailleurs, vous avez possiblement entendu parler du microscope électronique. Dans le microscope électronique, pourquoi regarder, normalement, quand on regarde un microscope, pardon, on a une lumière, une lampe qui éclaire, donc on regarde de la lumière être réfléchie ou transmise à travers un échantillon. Pourquoi est-ce qu'on regarderait les mêmes échantillons avec un microscope électronique? Eh bien, parce que l'électron peut se comporter comme une onde. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'on prend des électrons, on les accélère à travers un tube, on les accélère à très haute vitesse pour augmenter leur quantité de mouvement. On trouve toutes sortes de moyens pour les refocaliser parce que les électrons tendraient à s'éloigner les uns des autres, les refocaliser et on les envoie sur l'échantillon qu'on veut regarder. Et là, ils se comportent exactement comme des ondes. Sauf qu'au lieu d'avoir des longueurs d'onde de centaines de nanomètres,
on peut aller chercher des longueurs d'onde inférieures au nanomètre et aller regarder des détails beaucoup plus fins. C'est la raison d'être du microscope électronique qui nous donne une résolution des centaines de fois meilleure à n'importe quel meilleur microscope optique. Alors, j'ai parlé des ondes de matière et on va se rappeler quelque chose dont on a parlé un peu plus tôt. Pour le compromis entre une onde qui est étendue de moins l'infini à plus l'infini et une particule qui est parfaitement localisée, c'est en fait un paquet d'ondes, plusieurs ondes superposées. Alors, quand on parle d'ondes de matière, en réalité, ce dont on parle, c'est d'un paquet d'ondes superposées et chaque particule subatomique va être vue en fait comme une superposition de plusieurs ondes. Mais si à chaque onde est associée une quantité de mouvement, chaque particule va être aussi vue comme résultant d'une superposition de plusieurs quantités de mouvement. Et ceci nous amènerait, on va regarder cet exemple-là, mais ceci va nous amener ensuite au principe d'incertitude. Mais ici, pour vérifier qu'effectivement, l'électron se comporte comme une onde, c'est une expérience que je n'ai jamais faite moi-même, mais qu'on peut faire dans des laboratoires qui ont des bons équipements. On peut faire l'expérience des fentes de Young. Rappelez-vous ce avec quoi on a commencé ici. Fente de Young avec la lumière, on s'assure d'avoir un seul photon à la fois qui passe. Eh bien, on peut faire exactement la même expérience des fentes de Young, mais avec des électrons. On s'assure de faire passer un électron à la fois et ils sont détectés, ils font des clics sur un écran comme des particules et on augmente le nombre d'électrons et quoi? De plus en plus, on voit se bâtir la figure d'intensité. L'intensité de l'onde représente la probabilité de trouver des électrons et on voit que l'électron s'est comporté, même si pas un électron à la fois. Il passait autant on doit se le représenter comme une somme d'un électron passant à gauche plus un électron passant à droite dans l'expérience de Young. Et à la longue, avec de plus en plus d'électrons, on voit que l'électron, dans sa propagation, s'est comporté exactement comme une onde. Or, avant de passer au principe d'incertitude, on va aller regarder une application, un exercice qui est l'exercice 37 du chapitre 10. À la page 378. OK. Or, on demande quelle différence de potentiel permet d'immobiliser un électron dont la longueur d'onde est de 100 picomètres. On sait que la longueur d'onde est associée à une quantité de mouvement. Donc, pour l'immobiliser, il va falloir lui enlever sa vitesse. Il va falloir donc une force. Ça sera la force électrique. On va aller regarder la solution que je vous en propose. Bon, on a que la longueur d'onde est donnée par H sur mv et on a vu que mv est relié à l'énergie cinétique par cette formule-ci. On a aussi que l'énergie cinétique, c'est de faire passer une charge élémentaire à travers un voltage et c'est ce voltage-là qu'on recherche ici. Or, on peut isoler K en mettant au carré ici. On va trouver K est égal à H au carré sur 2 fois la masse d'électrons fois la longueur d'onde au carré. La longueur d'onde nous était donnée à 100 picomètres. On calcule l'énergie cinétique est égale, fait E fois delta V avec E égale 1,602 10 à la moins 19 C et Coulomb. Et on va être capable d'isoler le voltage et on trouve un voltage. Le K qui est ici, c'est ce chiffre-là. Le E qui est là, c'est la charge élémentaire et on trouve 150 volts. On va retourner à nos diapos. On va aller compléter en regardant ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle le principe d'incertitude.
Le principe d'incertitude nous dit, on va le dire de deux façons, nous dit qu'on ne peut pas connaître avec précision en même temps la position d'une particule et sa quantité de mouvement. Le produit de nos incertitudes sur l'un et l'autre va toujours être plus grand que h bar sur 2. H étant toujours la constante de Planck. H bar, c'est la constante de Planck divisée par 2pi. Donc, si je voulais connaître avec une précision infinie, donc la position d'une particule, donc delta x égale 0, ce serait impossible. Il faut toujours que le produit des deux incertitudes soit plus grand que h bar sur 2. On pourrait se représenter la chose de la façon suivante. Si l'électron peut être vu comme une onde et qu'on essaie de le faire passer à travers une fente étroite pour le localiser. Par exemple, plus la fente va être étroite, plus je vais connaître avec précision où était l'électron. Mais on a appris au chapitre 8 que quand on essaie de faire passer une onde à travers une fente étroite, plus la fente va être étroite, comparable à la longueur de l'onde, plus la dispersion angulaire va être grande, donc la diffraction. Or, si j'essaie de localiser l'électron, donc je referme la fente, ben, il va se répandre sur une dispersion angulaire de plus en plus grande. Or, la quantité de mouvement nous donne justement cette information-là, c'est vectoriel, la quantité de mouvement. Donc, si l'électron contient une superposition d'ondes, comme on a vu précédemment, l'électron est représenté, l'électron comme toute particule, comme un paquet d'ondes. En fait, si j'essaie de le localiser, ce que je vois ressortir, c'est son contenu en quantité de mouvement. Il existera donc une impossibilité de localiser parfaitement une particule ou de connaître avec une précision infinie sa quantité de mouvement. Ceci va avoir des conséquences un peu plus tard quand on va commencer à se demander comment se comportent les particules dans un noyau atomique, par exemple. Mais le principe d'incertitude dit comme ceci voudrait dire seulement qu'il y a une limite à la précision de nos instruments et de nos appareils. En fait, c'est même comme ça que Heisenberg l'avait présenté, mais il s'est révisé plus tard. Le principe d'incertitude va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Ce que le principe d'incertitude nous dit, c'est qu'une particule n'est jamais localisée quelque part. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'une particule n'a jamais une quantité de mouvement, donc une vitesse précise quelque part. Une particule ne peut pas être vue comme une petite bille sphérique qu'on puisse arrêter à un endroit donné. Une particule peut être vue comme quelque chose de toujours un petit peu vaporeux, si vous voulez. On ne pourra jamais ramener delta x à 0, ni delta p à 0, et ça nous dit d'une certaine manière qu'au niveau subatomique, la matière n'est pas du tout ce qu'on pensait. Ce n'est rien de solide, et ça va beaucoup plus loin que notre ignorance. À sa limite fondamentale, la matière est indéterministe. Il y a une autre façon de décrire le principe d'incertitude, je ne la démontrerai pas, mais on peut voir tout de suite qu'un déplacement x est relié à une vitesse pendant un temps, d'où le temps t qui est là. La quantité de mouvement, c'est relié à une vitesse, la vitesse est reliée à l'énergie cinétique, donc à de l'énergie, le delta E qui est ici. Il y a donc une autre façon de voir ici, c'est que si on observe un événement pendant un temps très court, on va en connaître moins sur son énergie. À l'inverse, si on veut connaître avec une grande précision l'énergie d'un système ou d'une particule, il va falloir l'observer très, très longtemps. Et on va voir une application de ceci dans l'exemple 10.7. Je vais aller dans le manuscrit à la page 373.
Bon, on nous dit que la particule, un boson, Z0, qui fait partie de ce qu'on appelle la théorie de la force électrofaible, qui est un mélange de force électromagnétique et d'interaction faible qui explique la désintégration bêta. On nous dit que cette particule-là, elle est difficile à observer parce qu'elle a un temps de vie extrêmement court. Mais son temps de vie est relié, cette incertitude sur le temps est reliée à l'incertitude sur l'énergie. Or, de la façon dont on fonctionne d'un accélérateur, on envoie de l'énergie, des faisceaux à des énergies, on passe par toutes les énergies, et dès qu'on voit que de l'énergie a été absorbée à un certain endroit, c'est parce qu'il s'est passé des réactions avec la matière. Et on dit que cette particule-là, la particule Z0, se montre avec une certaine variation d'énergie, ici l'écart type, et bon, énergie et masse sont reliées par l'équation E égale mc carré d'Albert Einstein. Et si on prend le principe d'incertitude, delta E, delta T, h bar sur 2, en calculant delta E comme une masse fois la vitesse au carré, et l'expérience donnait que l'incertitude sur l'énergie était de 2,50 giga-électronvolts. Un giga, c'est 10 à la 9 par c carré, et on trouve delta E. On introduit ça dans l'équation ici, et on trouve que l'incertitude, le temps de vie, la demi-vie, si vous voulez, on va parler de demi-vie un peu plus tard, de cette particule-là, ben c'est 10 à la moins 25 secondes. On ne peut pas l'observer directement, on l'observe à travers les réactions qu'elle provoque dans son passage à travers de la matière. On va revenir à nos diapos, et ici, je voudrais rapidement avec vous, en fait, on va regarder un exercice qui est l'exercice 46 à la page 378 de votre manuscrit. Une petite application rapide du principe d'incertitude. Oups. Un électron dans l'exercice 46. Un électron dans un atome peut demeurer d'un état excité pendant un intervalle de temps delta t, 25 nanosecondes. Quelle est la plus petite incertitude sur l'énergie impliquée dans cet état excité? Et réponse en électronvolts. On va aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Bon, ce qu'on veut, on a un électron qui va passer d'un niveau élevé à un niveau plus bas en émettant un photon. La durée, l'incertitude pendant laquelle ça se passe, en réalité, on a des raisons de penser qu'il oscille constamment entre les deux niveaux. Delta E, delta T, plus grand que h bar sur 2. Et on introduit tout simplement les données ici. On avait 25 nanosecondes. On fait h bar sur 2 fois 25 nanosecondes. On trouve une énergie de plus grand que 10 à la moins 27 joules. Et ça veut dire 1,32 fois 10 à la moins 8 électronvolts. En fait, si on fait un calcul, si on met toute cette énergie-là sous forme cinétique, on trouve que cet électron-là, avec sa masse, sa vitesse est plus grande ou égale à 68 mètres secondes. C'est très, très faible, mais en théorie quantique, le concept de vitesse n'a pas toujours de sens. Vous regarderez que l'exercice 45 qui précède amène, lui, plutôt à des vitesses de 10 à la 6 mètres secondes. On va reparler de ces choses-là dans une prochaine capsule. Alors, sur ce point, on va terminer l'étude de la dualité onde-corpuscule et de ce à quoi elle amène, qui est le principe d'incertitude. C'est en fait la dualité onde-corpuscule de la matière qui entraîne directement au principe d'incertitude. La particule est en fait d'une sommation d'ondes dont chacune a une extension dans l'espace et une quantité de mouvement. Il est
il est impossible de la localiser parce qu'elle ne l'est pas localisée. C'est pas une ignorance de la part du physicien, c'est pas un manque de précision de nos instruments, c'est quelque chose qui est absolument fondamental dans la nature. Dans la prochaine capsule, on va revenir sur ça et on va traiter du paradoxe du chat de Schrödinger.